Si t'écoutes ce que les femmes te disent, t'as rien compris. Si vous écoutez, vous prenez conseil auprès des femmes, vous écoutez ce que les femmes vous disent, vous êtes mal barré. Elles vont vous induire en erreur. Elles vont pas vous dire qu'elles aiment les hommes badass. Bad boy, même parfois, certaines fois. Bon, on n'est pas en train de dire d'être des gangsters ou quoi que ce soit, mais les hommes badass, qui les prennent pas au sérieux, qui voient plusieurs femmes ou quoi que ce soit. Elles vont pas vous dire ce qu'elles veulent vraiment. Elles-mêmes ne savent même pas ce qu'elles veulent réellement. Ok? Donc, idéalement, pour apprendre à séduire des femmes, écoutez les conseils des chasseurs, des pêcheurs qui ont appris à chasser de la proie. Le poisson, le gibier, il ferme son claque-merde et il se fait pêcher. Il n'a pas son mot à dire. Tout le monde prétend vouloir le changement, ça c'est en théorie. Dans les faits, tout le monde n'est pas prêt à changer. Donc entre les prétentions des uns et des autres, il faut savoir reconnaître aussi les capacités que nous avons, les capacités qu'ont les gens malgré leurs prétentions. Lorsque vous allez par exemple dans des lieux où tout le monde effectue des professions de foi contre à leur changement, lorsque vous êtes dans une fête et que vous fêtez la nouvelle année, le nouvel an, et que tout le monde prétend que ce sera mieux l'année prochaine, la réalité est tout autre. La réalité, ou plutôt l'observation que vous pouvez vous faire, observation qui sera très réaliste, est de se poser la question à travers les comportements de chacun, qui peut courir. En d'autres termes, qui est capable de métamorphose. C'est une compétence que n'ont pas beaucoup de gens. C'est une minorité de gens qui est capable d'introspection, de se remettre en question. Il y a des gens qui n'en sont pas capables. Il y a des gens qui effectuent des tâches de manière robotique. Ils ont l'habitude de fonctionner d'une certaine façon et c'est très difficile pour eux de changer leurs habitudes. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas attendre d'eux du changement. Et ce n'est pas juste quelque chose qui est lié aux actions de tous les jours. C'est surtout lié à un mode de pensée. Est-ce que vous pouvez penser différemment ? Donc, effectivement, on va prendre certains pays, ça ne va pas, c'est la merde, etc. Ok. Mais est-ce que vous êtes capable de penser autrement ? On va prendre par exemple la France, qui fait que des artistes comme Aya Nakamura, Maître Gims, je sais pas, Mylène Farmer, je sais plus quel dope, fonctionne. C'est le peuple français. Le peuple français choisit toujours quelque chose d'assez simple. On va pas être méchant. Le peuple français aime ça. Il aime les choses simples. Il n'aime pas trop réfléchir. Je parle pas ici de la culture. La culture se porte bien, mais est-ce que le peuple est adapté à la culture ? Est-ce que le peuple adopte la culture comme modèle référentiel ? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce qu'il y a une identité de la population aussi. Et ça, c'est important quand même de se questionner quant à l'identité profonde de la population, et c'est ce que je fais avec le peuple congolais. Si vous discutez avec des Congolais, vous leur dites « Les Congolais, vous êtes réfractaires à la révolution », ils vous diront non, parce qu'ils se sentent concernés. Et c'est le fait qu'ils disent non qui prouve qu'ils sont réfractaires à la révolution, parce que si c'était le cas, eh ben ils diraient oui, pour pousser à la réflexion, pour pousser au changement. Mais comme ils ne veulent pas pousser au changement, ben ils vous diront non, le peuple congolais n'est pas réfractaire à la révolution, nous sommes des révolutionnaires. J'ai suivi une petite émission comme ça avec des rappeurs de France, congolais, et ils estimaient que le peuple, je pense, congolais n'était pas réfractaire à la révolution. Donc il se percevait à travers le questionnement de base. Il voulait donc contribuer à une certaine valorisation de leur fierté. Ils pensaient que c'était comme ça qu'ils allaient valoriser le Congo. Non, il faut dire, le Congo c'est de la merde. Si tu aimes le Congo, dis que le Congo c'est de la merde. Est-ce que tu peux le dire ? Non. Parce que dans tes habitudes, tu as l'habitude de dire, de mentir, de prétendre que tout est bien, parce que tu te reconnais
dans ce peuple. Et donc tu te vois dans les qualités du peuple, tu te vois dans la nation. Et donc tu ne veux pas que la nation soit insultée. En pensant que c'est nationaliste de faire ça, non. C'est antinationaliste ton comportement. Le comportement d'un nationaliste, c'est le comportement autocritique, voire dur à l'égard d'une réalité qui ne correspond pas à celle que tu as en vision. Maintenant, quand je vois la carte de l'Afrique, j'imagine mal pouvoir faire un royaume dans une prison. L'artiste congolais est le plus docile du game. Donc, même si la question elle a été revue avec le mot artiste qui a été rajouté, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je vois pas le rapport en fait. Moi, tu as vu, je suis congolais, Rive Mfoua, donc Brazza, voilà. Et depuis que je suis petit, la musique a toujours fait partie de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on chante, quand on danse, ça veut pas forcément, c'est comment dire, c'est ancré, c'est un moyen d'expression. Ça veut pas forcément dire on est en train de blaguer ou d'amuser la galerie, etc. C'est du sérieux. Donc déjà, il faut se poser la question de quelle est la perception que les gens ont du chant et de la musique. On va être contradictoire, mais il y a des moments. Voilà. Ensuite, quelle est la perception que les gens ont des Congolais? Parce que pour que autour du plateau vous ayez pu vous dire ah tiens. Il y a une perception. Alors c'est vrai, c'est une perception qu'on a fait au doigt mouillé, que la fille en question a fait au doigt mouillé. Si cette perception-là a rencontré un écho, c'est que quelque part, c'est une réalité, en tout cas dans l'imaginaire des gens. Maintenant, on ne dit pas que c'est une réalité sociologique, etc., parce qu'il n'y a pas de statistiques. Et moi, en tant que Congolais, je peux dire que cette réalité-là, c'est pas la première fois que je l'entends. Et comme je l'ai dit au début, il y a deux types de personnes. Il y a les individus qui n'ont aucune vision et donc qui perçoivent les choses de manière directe. Donc ils ne croient qu'en la réalité qui sort de leur bouche ou la réalité du présent, donc du moment, mais ils ne croient pas à ce qui est à venir. Et vous verrez ces gens à l'église prétendre qu'ils veulent le changement et que ce sont de bonnes personnes. Mais ils ne croient qu'en la réalité du moment. Ils n'ont aucune vision du passé, du présent et du futur. Ou du moins, ils n'arrivent pas à joindre les trois éléments. Et c'est pourquoi ils ne cassent pas. Il faut casser, dire c'est de la merde. Ah oui, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Alors qu'est-ce que tu proposes? Et c'est là qu'on commence à gamer, les gars. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Si vous dites non, nous sommes des révolutionnaires, vous êtes dans le déni. Comme les nanas que vous voyez appeler chez Alexis Chen, elles le détestent d'ailleurs, parce qu'il met en exergue leur caractéristique primordiale, qui est le déni. Ce sont des nanas qui se voient dans le présent, elles ne veulent pas se changer, mais on ne peut pas en vouloir la femme d'être dans ce type de caractéristique, parce que c'est une caractéristique très féminine. Les Congolais étant éduqués par des femmes, souvent ils ont des comportements de femmes, mais ils s'en rendent pas compte. Je dis pas qu'ils sont pas des hommes, je dis pas qu'ils manquent de virilité. Tout le monde peut le voir, qu'ils sont virils, qu'ils ont la voix rauque, etc. Mais leur psyché est féminisée. Voilà. Donc votre comportement dans le présent doit justifier votre avenir. Et si votre comportement dans le présent ne justifie pas un avenir meilleur ou un autre avenir, mais c'est que vous êtes en rupture quant à la réalité qui consiste à faire joindre les trois éléments. Le passé, le présent et le futur. Donc effectivement, vous êtes dur dans le présent pour préparer un avenir meilleur. C'est la seule façon de pouvoir se rendre compte d'une personnalité qui est dans un processus de changement. Lorsque vous n'êtes pas dans un processus de changement, vous n'êtes pas dur. Et donc, vous êtes conciliant. Vous faites preuve d'euphémisme et de positivité excessive. Vous dites que tout est bien, que tout va aller, ou bien vous faites le kamite. Vous dites que votre culture est spéciale, qu'elle est extraordinaire, parce que vous avez la fainéantise de la dureté. Vous n'osez pas être dur. Et donc vous vous contentez de compenser par de la littérature, du positif extrême, où tout ce qui nous concerne est extraordinaire et ce qui ne l'est pas est le reflet, ou plutôt la résultante de la colonisation, de l'esclavage en gros, et la résultante d'un facteur extérieur. Vous êtes dans le déni. Vous et votre caractéristique éducationnelle féminisée, féminisante.
Donc, quand on veut quelque chose, on agit pour cette chose. Donc, lorsqu'on veut des résultats, on a un comportement qui a trait à ce résultat que l'on recherche. Et le conflit fait partie du processus. Vous allez, lorsque vous voulez voir, percevoir les choses autrement, être en conflit avec votre environnement, être en conflit avec des personnes. Et quand je dis un conflit, c'est pas un conflit de crépage de chignon. Je parle d'une rupture qui va alimenter une scission entre vous et ceux qui faisaient partie de votre passé, parce qu'ils appartiennent au passé. Pour aller vers un futur meilleur, il faut vous détacher d'un passé qui ne vous correspond pas. Est-ce que vous êtes en accord avec cette réalité-là? Si c'est le cas, oui, vous êtes en processus de changement. Mais si vous n'êtes pas en accord avec le changement, vous ne pouvez pas être dans le processus de changement. Vous êtes incapable de questionner votre environnement, vous êtes incapable de remettre en question vos particularités, de faire l'autocritique de vos peurs, et bien alors vous n'êtes pas dans le processus. Vous êtes dans le déni, vous êtes dans la contemplation de vous-même. Contempler sa propre personne, c'est comme prendre de la drogue. Hein. Vous êtes en train de... C'est de la marijuana, ou je ne sais pas. Hein. William Lawson, n'importe quoi. Mais vous planez. Vous planez en public, comme dans des réunions où vous mangez des micatés et vous faites brûler de l'encens. On se revoit à la prochaine réunion et tout le monde se connaît. Quel est votre objectif? Est-ce que vous partagez un objectif commun avec votre entourage? Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas en processus. Vous voulez garder le même entourage tout en étant dans une finalité individuelle qui est le changement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Votre entourage, votre environnement appartient au passé, lorsque vous êtes dans un processus de changement. Et ça, il va falloir vous en rendre compte. Qu'il va falloir être en rupture. Il est nécessaire, par exemple, d'apprendre à dire non. On vous a toujours pris pour un con. On m'a toujours pris pour un con. On nous a toujours pris pour des cons. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. À vous d'effectuer un changement qui vous permette de ne plus être non seulement pris pour un con. En fait, ne plus être pris pour un con, c'est surtout quitter votre environnement, parce que ceux pour qui vous êtes prisonnier de cet archétype qui est la bêtise ne veulent pas vous sortir. Pour un geôlier, vous restez son prisonnier. S'il vous croise dans la rue, vous restez son prisonnier. C'est comme ça qu'il vous perçoit. La seule manière de sortir de cette prison qu'est le fait d'être un prisonnier, dans le regard du geôlier, c'est de ne plus le croiser. Vous devez quitter votre réalité, voyager. Mais le principal, c'est le voyage à l'intérieur de soi, parce qu'on garde en soi les mécanismes propres à une identité qui nous a été façonnée par notre conditionnement. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont réfractaires à l'autocritique, mais surtout au changement. C'est plus confortable de rester soi-même, parce qu'effectivement, il n'y a pas de dureté à avoir. Et puis c'est la sécurité, être soi-même. Je suis maltraité dans mon environnement, je suis maltraité dans ma personne et dans ce que je suis et ce que je représente, mais je reste dans ça, parce que j'ai la sécurité. Ou plutôt, je suis sûr de rester dans quelque chose que je connais. C'est l'habitude. Et pour quitter cette habitude, pour quitter une habitude, il va falloir se faire violence. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à ça. Vous pouvez travailler pour un boss, payer les loyers, payer le loyer plutôt, et avoir cette habitude de fonctionner d'une certaine façon. Et ne pas aller vers quelque chose d'autre, parce que vous êtes habitué à cette chose. Et vous pouvez même, lorsqu'il faut changer, je vous assure, au sein même de votre entreprise ou d'une entreprise, beaucoup de gens ne peuvent pas changer lorsqu'ils sont les automates qu'on a engagés, lorsqu'ils sont devenus ces automates au point même où, lorsque l'entreprise change de politique, ils sont incapables de muter. On leur dit, vous avez travaillé d'une certaine façon, maintenant il faut travailler autrement. Alors eux, du moins ceux
qui ont pris ce sentiment d'orgueil justifié par leur rôle au sein de la société, ils sont incapables de changer. Parce que leur bien-être, leur dopamine, provient de ces caractéristiques robotiques, robotisées, de leurs fonctions. Alors vous leur demandez d'avoir d'autres fonctions, ils perdent pied. Ils ne se reconnaissent pas du tout dans une autre identité. Et surtout, ils ont du mal à se refaire, à se réinventer. C'est comme ces artistes qui arrivent à perdurer dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à se réinventer, parce que les choses, l'univers mute. La Terre tourne constamment. Et certaines personnes veulent rester dans leur fonctionnement. Ils préfèrent s'amputer d'une jambe plutôt que de devoir changer. Beaucoup de gens souffrent du changement. C'est ce qui leur fait le plus peur. Le misonéisme, comme on parlait Jung. La peur du changement, la peur de la nouveauté. C'est ce dont souffre la majorité d'entre nous. Mais ces mêmes gens prétendent, pour des fins politiques ou spirituelles, ou autres, ou matérielles, qu'ils veulent le changement. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que tout ce dont je vous ai parlé implique un changement. Est-ce que tout ce dont je vous ai parlé concerne la majorité des gens qui prétendent au changement ? Bien sûr que non. Merci. Bienvenue dans le cercle.